bonsoir et bienvenue au Théâtre de la Manufacture. Bienvenue pour la deuxième soirée du festival Neue Stücke au Théâtre de la Manufacture et bienvenue au tête-à-tête sur le sujet pour un théâtre au-delà des frontières. Le tête-à-tête est organisé 2 fois par an par le Centre franco-allemand Lorraine, le CEFALOR, le Pôle France de l'Université des Arts, l'Institut d'études françaises de Sarrebruck, le Goethe-Institut, et cette année, nous sommes avec le Théâtre de la Manufacture. Après le tête-à-tête, nous avons la possibilité de voir le spectacle, ou bien la performance, The End, vers la fin, du collectif berlinois Principe Gonzo. Je souhaite la bienvenue à nos 2 intervenants, Jean-Claude Berruti, directeur du Théâtre de Trèves, et le traducteur Laurent Mouleisen, qui est directeur artistique du Centre international de la traduction théâtrale et qui en ce moment est à Sarrebruck, qui a été à Sarrebruck pour le transfert théâtral de Sarrebruck. Je raconterai. Oui, je suis très ravie que vous êtes venus à Nancy, quoique nous avons très peur des gilets jaunes, mais vous êtes là finalement. Bienvenue. Ce soir, nous allons tout d'abord vous écouter. On va évoquer plusieurs questions, la question des frontières dans la circulation des textes, les questions des frontières dans la traduction, les frontières linguistiques, les frontières sociaux, les frontières administratives. On va pas se restreindre dans le franco-allemand, mais parler des expériences européennes ou même mondiales. Et pour commencer, je vous prie peut-être de vous introduire un peu plus en détail et d'évoquer la question comment vous avez fait connaissance l'un et l'autre, parce que vous vous connaissez très très bien. Vous êtes en échange régulier. Merci. Très bien. Oui, je vous ai d'abord dire que je ne dirige pas le théâtre de Trèves. Le théâtre de Trèves, c'est un Dreispartenhaus, c'est un théâtre dans lequel il y a 3 départements, et je dirige le département opéra. Voilà. Et cela depuis 3 mois. Alors moi, j'avais envie, en 3 mots, de raconter les 3 derniers jours, parce que j'ai beaucoup voyagé, et j'ai vécu des choses qui ont à voir avec nos sujets. J'ai quitté Trèves vendredi dernier pour aller à Bussan dans les Vosges, qui est un théâtre que j'ai dirigé il y a une vingtaine d'années, et je fais toujours partie du conseil d'administration. On m'a demandé de rejoindre le conseil d'administration, et dans nos réunions, le nouveau directeur qui s'appelle Simon Delétang, qui fait un travail remarquable, a évoqué le fait que cet été, pour la première fois dans l'histoire de ce théâtre, il y avait eu un surtitrage dans la pièce de Wajdi Wawan, pas tous les après-midi, mais pendant 2 week-ends pour que le public germanophone puisse venir au théâtre. Donc je trouve que c'est important, dans un théâtre populaire, de se dire, tiens, voilà, on va essayer de faire du surtitrage. Et puis, c'était des discussions un petit peu à bâton rompu, et j'ai évoqué le fait que, après, j'étais aux sources de la Moselle et que je dirigeais une institution d'opéra qui se trouve à moins de 3 heures de Bussan, qui est aussi au bord de la Moselle. Et je dis, mais alors, pourquoi ne pas faire des bus pour déplacer des spectateurs, puisque le festival à Bussan va se terminer un peu plus tard en septembre. Nous, on commence la saison en septembre, on pourrait trouver, voilà. Donc, la question de la circulation des spectateurs était posée, et à mon avis, c'est une question importante, surtout sur un périmètre comme le nôtre, entre quelques fleuves, voilà. Et puis, le surlendemain plutôt, je suis allé rendre visite à une amie commune qui nous est très chère, qui est une dame aujourd'hui assez âgée, qui s'appelle Ginette Herry, qui a passé sa vie à traduire avec la passion, c'est un petit mot, à traduire des grands écrivains italiens, Pirandello, Goldoni, Dario Fo. Et voilà, je suis allé passer quelques heures avec elle. Elle était venue à Trèves la semaine d'avant pour voir
le Don Giovanni que j'ai mis en scène, donc j'ai eu droit à toute la critique détaillée, hein, extrêmement sévère et en même temps généreuse, c'était formidable. Et puis, elle a évoqué le fait qu'elle était en train, qu'elle allait avoir encore 2 pièces éditées de Goldoni, 2 pièces absolument inédites, qu'elle est la première qu'elle a découverte et qu'elle est la première à traduire. Il y a peut-être eu des traductions au XVIIIe siècle et encore. Pas que ces pièces-là, je crois pas. Et comme disons que Goldoni a écrit à peu près 120 pièces. C'était un auteur qu'on appelait, dans la République de Venise notamment, un auteur à gage, c'est-à-dire qui était employé par les théâtres pour écrire des pièces, une par mois, ou une pour la fin du carnaval, une pour le début du carnaval, qu'il était payé pour ça, et que lui avait une vision du théâtre. Et c'est très bien, ça introduit notre sujet, parce que c'est une vision très très européenne du théâtre. C'est un homme des Lumières. Il voulait sortir de la comment dire, d'une sorte d'embourbement de la commedia dell'arte qui commençait véritablement à se répéter un peu sur les mêmes canevas depuis des décennies et des décennies à cette époque-là, en copiant un peu le modèle européen, le modèle anglais, le modèle allemand, le modèle français, et en écrivant des comédies qui étaient des comédies véritablement écrites sans intrigue, de canevas, d'improvisation, puisque c'était sur ça que reposait la commedia dell'arte. Ça lui a valu son exil d'Italie. À un moment donné, il a choisi de venir travailler en France, il a travaillé pour la Comédie Française. Il a été reçu moyennement, et ces 2 dernières pièces qu'évoque Jean-Claude, l'une s'appelle Le philosophe anglais, l'autre, il y en a 3 en fait. Il y a l'une qui s'appelle Le philosophe anglais, l'autre s'appelle Le médecin hollandais, et la troisième s'appelle Pamela Marié. Et Pamela Marié, c'est l'héroïne du roman de Richardson. En tant qu'un auteur anglais, ça veut dire que l'Europe, elle se fait déjà depuis un certain temps, et ça on le sait, hein, ceux qui ont fait les programmes Erasmus le savent aussi. L'Europe littéraire, en tout cas, circule depuis longtemps. Voilà, mais tu devais te présenter aussi un petit peu, dire un peu qui t'étais, ce que tu avais fait dans la vie. Ouais. Et après, je suis rentré, donc après avoir parlé de la Pamela, parce que Ginette m'a expliqué son point de vue sur la pièce qui s'appelle La Pamela Mariée. Qui se passe à Londres, entre Londres et l'Écosse. L'Écosse, voilà. Et cette pièce va sortir chez un petit éditeur qui s'appelle Circe, qui est d'ailleurs dans les Vosges, et qui fait un travail éditorial absolument remarquable. Je suis rentré à Trèves, et dès le lendemain, je suis allé revoir, pour faire des critiques aux acteurs, mon spectacle, Don Giovanni, et je me suis rendu compte que le surtitrage, qui sur le fond était vraiment très bien, on a vraiment très bien travaillé, mais une seconde trop tard, une seconde trop tôt, je n'étais pas content que ça apparaisse pas quand il faut. Voilà. Ça, c'est aussi les clés. Eh bien, écoute, j'étais hier soir au Stadttheater de Saarbrücken, puisque je fais cet atelier de traduction dans le cadre de Théâtre Transfer. On ne va pas réussir à se présenter. Et ça va la et c'était un opéra absolument génial de Korngold qui s'appelle Die Tote Stadt, la ville morte. Et c'était une représentation de milieu de semaine, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de monde dans la salle, mais c'est une belle production. Et l'opéra de Saarbrück, évidemment, comme on est dans une ville frontalière, propose des surtitres en 2 langues. Et c'est terrible quand vous faites un surtitrage et que vous envoyez le surtitre trop tôt ou trop tard. C'est-à-dire que ceux qui se calent au cinéma et qui ne bougent plus, parce qu'une fois que c'est dans la boîte, donc c'est fait avec relativement du soin. Évidemment, au théâtre est beaucoup plus flexible, parce qu'il faut suivre la musique, il faut pas envoyer, il faut pas qu'on découvre les effets trop tôt, etc. Et là, parce que je ne peux pas m'empêcher, évidemment, de regarder, surtout qu'il y avait l'allemand au-dessus, puis le français en dessous. Mais, je ne sais pas, une fois sur 2, c'était envoyé, mais parfois 20 secondes trop tôt. Ça n'a pas de sens. Donc la circulation passe aussi par
un travail soigné des différentes étapes de la traduction. Voilà. Maintenant, on revient à ce que tu as fait dans la vie, et ensuite je raconte ce que j'ai fait un peu aussi dans la vie. Pourquoi on est amené à parler, nous, de circulation de textes européens Moi, c'est très simple. J'ai été élevé dans une famille dont le père avait été prisonnier pendant la guerre, et il a eu une chance extraordinaire. Il est tombé dans une famille de paysans qui se sont occupés de lui de manière formidable. Moi, je suis né en 52, et à 53, j'ai dû aller en vacances chez les fermiers, et je suis allé en vacances chez les fermiers de 53 à 65, obligatoirement. Donc j'ai appris le Plattdeutsch, après j'ai essayé d'améliorer un peu mon Plattdeutsch. Voilà, donc c'était comment dire, pour mon père, c'était une mission, il fallait absolument que l'amitié franco-allemande existe, point. Voilà. Donc je suis un pur produit de cette génération-là, et j'en suis très heureux. Ouais, et puis ensuite, dans ta carrière de metteur en scène, tu as quand même à un moment donné dirigé aussi un théâtre qui était inscrit dans un réseau de théâtre européen. Ah oui, il faut peut-être que je parle de oui, ça. c'est peut-être bien. Ouais. C'est en plus, c'est un peu dans le sujet. Voilà, donc j'ai hérité, je suis arrivé à la Comédie de Saint-Étienne en 2002 avec François Ranciac. François Ranciac, lui, on était deux directeurs. François Ranciac est vraiment franco-français. Moi, j'ai toujours été européen, j'essaie de vous l'expliquer. Et ce théâtre avait vu la fondation bien avant, je crois que ça date de 78, d'un réseau qui s'appelle la Convention théâtrale européenne. Hein. Dans les années 75, on va dire, les grands théâtres européens se sont posé la question d'être en contact avec d'autres. Le premier qui a eu l'initiative, et c'était génial, c'est Streller qui a dit « on va faire un réseau de pub piccolo ». À Milan. À Milan, hein, on va faire un réseau qui s'appelle l'Union des théâtres de l'Europe, et qui est un réseau très prestigieux. Quasiment en même temps, un peu plus tard, Daniel Benoît à Saint-Étienne, formidable, a dit on va faire un autre réseau qui sera un réseau plus de théâtre de territoire. C'est-à-dire ce ne sera pas le prestige, mais par contre ce sera sur les théâtres qui font du travail territorial. Voilà. Et il a fondé la Convention théâtrale européenne, et qu'il a présidé jusqu'au moment où j'ai été élu président, c'est-à-dire en 2004. Voilà. Et c'est vrai que c'est des réseaux qui étaient un peu fatigués dans les années 2000, parce qu'ils avaient donné beaucoup d'énergie, l'un et l'autre, et qu'il a fallu trouver comment on allait redonner de l'énergie à ce réseau. Donc il y a eu d'abord le fait que j'avais des amitiés allemandes, que je me débrouille pas trop mal dans la langue allemande, que les Allemands sont très heureux quand les Français parlent leur langue. Très heureux, on est tout de suite beaucoup plus en amitié. Donc je me suis dit, il faut remettre dans le réseau des théâtres allemands importants. Et puis, il s'est avéré que dans ma vie de metteur en scène, grâce à d'ailleurs un ami commun, encore, qui s'appelle Michel Bataillon, j'avais été mis en contact et j'ai monté une jeune auteure serbe qui s'appelle toujours Biljana Sbrjanović, qui est une auteure formidable, qu'il faut le lire. Et Biljana est un personnage un peu explosif, et elle a profité vraiment très bien, au très bon sens du terme, de l'après-guerre en ex-Yougoslavie. Et quand je lui ai dit j'aimerais beaucoup aller travailler là-bas, elle m'a mis en contact avec le théâtre de Zagreb, avec le théâtre de la jeunesse de Zagreb, et on a fait une coproduction entre Saint-Étienne et Zagreb. Et donc, ça c'était au moment où je devenais président, et je me suis dit, mais il faut absolument ouvrir le réseau vers l'Allemagne, et puis ce serait bien de l'ouvrir vers l'Est. Voilà. Et dans mes aventures pour l'ouvrir vers l'Est, on est arrivé à faire entrer dans ce réseau le Théâtre national de Turquie, qui connaît aujourd'hui des choses extrêmement difficiles. Et puis il s'avère que ce Théâtre national de Turquie, que l'institution Théâtre national de Turquie en soi, parce qu'on ne le sait pas, j'y suis allé, j'ai été reçu par le directeur, c'est à peu près la puissance de feu du ministère de la Culture aujourd'hui en France. C'est énorme. C'est tous les théâtres, c'est pour ça qu'Erdogan veut s'en défaire, c'est tous les théâtres de tout ce très grand pays. Donc je suis allé voir le directeur et je lui ai dit, ce serait bien de faire une chose européenne. Il m'a dit, vous savez, nous on a un truc, c'est pas mal quand même en Turquie, c'est un train-théâtre. Oh! Le rêve de Gémier, il se réalise en Turquie.
Et donc, on a imaginé avec un certain nombre de théâtres qui faisaient partie, et qui font toujours partie de ce réseau, on a imaginé comment, avec le train théâtre, on pouvait circuler sur tout le parcours du Trans-Europe Express, c'est-à-dire partir de... on a fait Ankara, puis après on a fait la capitale, et on est passé à Sofia, on est passé dans tous les pays pour arriver à Stuttgart. Et donc là, il y avait évidemment des théâtres avec des puissances de feu différentes. Il y avait des théâtres très riches, comme le théâtre de Stuttgart, il y avait des théâtres très pauvres, comme le théâtre de Craiova, qui pour le coup s'était un tout petit peu déplacé en Roumanie pour être sur le chemin. Et on a commandé, chaque théâtre a commandé dans son pays une pièce de 20 minutes, qui s'est jouée donc d'abord, moi j'ai été à Istanbul pour le début, j'ai vu la pièce, dans le train est arrivé en gare, c'était absolument formidable, j'ai vu la pièce turque. On était assis, il y a un wagon qui s'ouvre, qui devient une scène, et puis après, le wagon suivant, c'est le restaurant, le wagon suivant, c'est pour dormir, etc. etc. C'est vraiment absolument formidable. Et in fine, on est arrivé grâce c'est pas Francfort, grâce aux collègues de Stuttgart, qui eux sont vraiment très très riches, on est arrivé à faire une espèce de petit festival où le train arrivait dans la gare, une gare portuaire, et là, on avait tous les spectacles à la queue leu, les 8 spectacles, c'était absolument formidable. Donc, déplacement, oui, c'est des trucs que je connais, et j'ai aimé beaucoup faire ça. Voilà, j'ai assez raconté. Oui, c'est bien. On peut, puisqu'on parle de circulation des textes pour un théâtre au-delà des frontières, on va peut-être dire d'abord que des initiatives comme ça, il en existe un certain nombre. Aujourd'hui, et d'ailleurs la Manufacture est un des partenaires français de ce réseau-là, il y a le programme qui s'appelle Fabula Mundi, qui est également un programme qui réunit plusieurs théâtres en Europe. Mais il faut savoir que ça dépend toujours de la volonté des personnes qui le dirigent. Le problème qu'on a en Europe, c'est que d'abord, il n'y a pas de ministère de la culture européen, que les pays sont organisés selon des systèmes extrêmement différents. Quand vous êtes, il n'y a pas de ministère de la culture centrale en Allemagne, la culture dépend des régions. Il y a un ministère de la culture centrale en France. Faire des partenariats dans ces contextes-là peut s'avérer difficile. La culture en Europe n'est pas une question pérenne. Il n'y a pas de programme culture, il n'y a pas de ministère de la culture européen. Donc on préfère se fier aux programmes et dans lesquels on lance des appels d'offres. En réalité, c'est des appels d'offres. L'Europe lance des appels d'offres et des théâtres se regroupent. On va parler du niveau théâtral, se regroupent pour élaborer un certain nombre d'opérations en commun. C'est extrêmement dépendant de la volonté de chaque direction artistique. D'une certaine façon, c'est très bien, comme ça on n'est pas dans un système trop soviétique, on est dans un système relativement horizontal et ça dépend des opérations de chacun. Mais ce qui rend la chose compliquée, c'est que l'Europe a des systèmes le théâtre travaille de façon différente d'un pays à l'autre. Pour ne parler que de la situation entre l'Allemagne et la France, par exemple, vous savez que le réseau théâtral allemand est un réseau de Staatstheater, avec des troupes. Donc vous avez des théâtres qui sont administrés vraiment comme des entreprises avec beaucoup d'employés. On fait les décors, on fait les costumes, on paye les acteurs, on a les Dragspatentheater avec de la danse, de l'opéra et du théâtre. Donc les moyens sont considérables. Le système théâtral français, c'est un système d'abord de ce qu'on appellerait ici les Freiheitszellen, c'est-à-dire les compagnies, qui n'ont pas forcément de lieu. Ensuite, vous avez les scènes nationales, qui sont plutôt des réseaux de diffusion de spectacles. Ensuite, vous avez les centres dramatiques nationaux, qui seraient à peu près l'équivalent des Staatstheater. Mais tout ça, sans troupe. Il n'y a qu'une seule troupe en France, c'est la troupe de la Comédie Française. C'est le seul théâtre où il y a une troupe. Donc, la question du répertoire ne se pose pas de la même façon.
Quand vous dirigez un théâtre avec la grande salle, la salle moyenne, la petite salle, et que vous avez une troupe de 30 ou 40 acteurs, vous avez toujours de quoi occuper des acteurs sur de la création théâtrale contemporaine, par exemple. Pour un auteur contemporain en France, faire monter sa pièce, c'est toute une histoire, parce que il faut monter la production, il faut trouver les acteurs, il faut convaincre les coproducteurs de mettre de l'argent là-dedans, et que quand vous dirigez un théâtre où il y a, comme en Allemagne, il y a les abonnés viennent voir le répertoire classique, mais enfin ils sont toujours assez ouverts aussi à la découverte. Mais lorsque vous avez un théâtre qui fait une programmation avec des productions qui se suivent et pas forcément les mêmes acteurs, l'engagement que demande la création contemporaine, le risque que ça implique n'est pas le même. Un exemple, par exemple, vous avez tous entendu parler de Thomas Ostermeier, qui dirige la Schaubühne à Berlin. Thomas, il fait 3-4 mises en scène par an, essentiellement du répertoire contemporain. Et je dis, mais moi, si je me plante sur une production, si je prends le risque de monter un auteur contemporain et que je me plante, c'est pas très grave. Shakespeare après. Voilà, après je rattraperai. Tout va bien. Mais un metteur en scène français, un jeune metteur en scène français qui veut s'affirmer sur un auteur peu connu contemporain, pour des raisons purement artistiques, aura beaucoup plus de mal, parce que s'il se plante, il est grillé pendant 2 saisons. Parce qu'il va mettre 1 saison, 2 saisons à monter sa production. Ça va lui prendre du temps. Donc, et ces différences de système existent à l'échelle de beaucoup des différents pays européens, ce qui rend paradoxalement, non pas paradoxalement, logiquement, la circulation des projets un peu asymétrique. Déséquilibré, asymétrique. Et c'est pour ça que pour l'instant, les projets qui ont assuré une visibilité du théâtre européen en Europe, ce sont ces projets de réseau de théâtre. Les théâtres se mettent ensemble et font des programmes d'échange. Ça permet la circulation des spectacles. On peut dire qu'aujourd'hui, ici c'est un lieu qui le montre bien, que la circulation des spectacles européens, il y a un modèle de production commun qui permet en gros d'organiser des tournées européennes. Il y a des organismes en France qui aident à la tournée, il y a des programmes européens qui aident à la circulation. Les choses se compliquent un peu plus quand on aborde le répertoire, la littérature dramatique. Et ça pour une raison qui tient au fonctionnement des théâtres. Au fonctionnement des théâtres et à la considération très très différenciée qu'on a de la question de la traduction d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que vous voulez faire circuler des œuvres en Europe, à quelque niveau que ce soit, ça fonctionne de la même façon en littérature. En Europe, il y a tellement de langues, vous ne pouvez pas vous passer de la question de la traduction. C'est le premier point. Or, l'Europe s'est construite en oubliant ce précepte cher à Umberto Eco, qui était de dire la langue de l'Europe, c'est la traduction. Et il y a moi je n'arrêterai pas de le dire, hein, tant que je travaille dans ce secteur-là, les programmes de traduction en Europe ne sont pas suffisants et ils sont surtout déséquilibrés. C'est-à-dire que vous avez des langues en Europe qui sont des langues peu parlées, mais qui sont des langues de grande culture. Que ce soit le finnois, le roumain, le hongrois, le slovaque, le tchèque, le slovène, ce sont des pays de grande tradition théâtrale.
tous les pays que je viens d'évoquer, les pays qui ont fait partie de l'Empire austro-hongrois, ont complètement participé de cet élan théâtral et de cette richesse-là, avec en plus de ça, le théâtre est extrêmement lié à l'histoire, la question de l'émancipation nationale qui passait par le théâtre. C'est-à-dire que les théâtres nationaux, le théâtre national bulgare, le théâtre national roumain, le théâtre national hongrois, naissent des questions d'émancipation des peuples. Et on commence à faire du théâtre en Pologne, en Lituanie, dans les pays baltes, en Finlande, on commence à faire du théâtre dans la foulée de l'émancipation, des questions d'identité des peuples, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et l'histoire du XXe siècle a poursuivi cet élan-là. Bon, il faut peut-être, je peux t'interrompre un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il faut peut-être dire qu'on parle beaucoup du système allemand, mais on devrait aussi parler du système austro-hongrois. C'est-à-dire que ce qui a été mis en place dans l'Empire, dans la deuxième partie du XIXe siècle, l'Empire austro-hongrois, c'est l'établissement d'une sorte de modèle théâtral qui ressemble étrangement au modèle allemand. Hein. Moi, je l'appelle le modèle K&K. C'est-à-dire que si vous allez dans un théâtre en Hongrie, moi je suis allé jusqu'à Miskolc, c'est-à-dire très loin, là-bas en Hongrie, et si vous allez à Zagreb, si vous allez à Rijeka, si vous allez dans des grandes villes roumaines, à Cluj, je crois qu'il y a le même, vous tombez d'ailleurs sur des théâtres qui ont été construits en gros par deux architectes qui sont toujours les mêmes. Je ne sais pas comment ils s'appellent, c'est des très très beaux théâtres, hein, mais c'est tout le même modèle. Et je le disais tout à l'heure, ça va très vite, je le raconte, parce que quand on travaille à Zagreb, moi qui suis germanophone, je suis très content parce que le régisseur s'appelle Inspicient et que les accessoires, ça s'appelle Requisite. Donc, c'était tout ça pour vous raconter que ces deux grandes cultures, en gros germanophones, ont fabriqué un système qui, après, s'est développé d'une autre manière dans la Russie impériale, hein, mais c'est un peu différent. Et c'est sur la base du système de troupes. Et donc, encore les auteurs aujourd'hui, en Europe, pensent beaucoup à la troupe. Même si la troupe est devenue, pour certains, une utopie ou un rêve, sur le fond, ils écrivent pour beaucoup d'acteurs. Parce qu'ils ont grandi dans un système où il y a beaucoup d'acteurs sur le plateau. Et ça compte aussi beaucoup dans la manière dont on a envie d'écrire du théâtre. Mais évidemment. Ça, c'est par exemple une réalité qui peut enfreindre la circulation des pièces. Lorsque vous avez un pays qui a l'habitude des troupes, qui a l'habitude des pièces à grande distribution, et qui permet à des auteurs d'écrire pour des grands plateaux, pour 5, 7, 10, 12, 15 acteurs, des œuvres contemporaines, elles peuvent exister à l'intérieur du système, dans la langue dans laquelle elles sont écrites, elles ont beaucoup de mal à tourner. Et elles ont du mal, lorsqu'elles sont traduites, à être créées en France, parce que, j'en sais quelque chose, je traduis Dea Loer depuis des années. Dea Loer est une autrice allemande d'une 50aine d'années qui est particulièrement connue dans le système allemand, qui écrit pour des troupes. Les pièces sont sublimes, les pièces sont extraordinaires, mais comment voulez-vous qu'un théâtre s'engage en France à monter une pièce à 12 personnages? Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Je pense à Marion Aubert et les autres qui écrivent un peu pour leur troupe, pour leur bande, les gens qui étaient avec elle au conservatoire et qui travaillent beaucoup aussi avec les écoles maintenant, parce qu'on a travaillé avec l'école de Saint-Étienne, qui écrit donc pour des troupes, des bandes de comédiens et de comédiennes. Les autres, lorsqu'on réfléchit au répertoire contemporain français aujourd'hui, ce ne sont pas des pièces à beaucoup de personnages, parce que c'est une réalité économique. Donc l'échange, il est aussi conditionné par ce type de réalité-là. Et pourtant,
ça ne nous empêche pas de les traduire. Je vais vous donner un exemple. Pendant le temps où j'ai dirigé la colonie de Saint-Étienne, c'est-à-dire 9h30, 10 ans, je suis arrivé à monter une grosse production, vraiment grosse production d'un auteur contemporain. C'était l'auteur qui était lié à la maison, Louis Granouillet. La pièce s'appelle L'Envolée, dans laquelle il y a 12 personnages. Et pourquoi je suis arrivé à le monter? Parce qu'on a fait une coproduction avec la Croatie, avec le théâtre de la ville de Zagreb, et on a partagé tous les frais. On a fait d'abord une version en français avec une actrice croate, il y avait un rôle muet, avec une actrice croate à Saint-Étienne. Puis après, je suis parti, on a arrêté de jouer, je suis parti avec le décor, on a remonté le décor, de l'autre côté en Croatie, je l'ai répété, même chose, les mêmes perruques pour tout le monde, on a vraiment tout fait, pareil. On a fait donc une version croate, et puis après les Français sont venus jouer à Zagreb, sur 2 soirs d'affilée, puis on a refait la même opération après à Saint-Étienne. Ça, c'est pour la petite histoire. L'important, c'est que pour arriver à faire une production de cette importance-là, il fallait être 2 théâtres. Et que je suis allé chercher un théâtre de troupe, évidemment. Moi, ça m'arrangeait, je trouvais ça formidable, en plus artistiquement. Et les 2 spectacles qui étaient les mêmes, chorégraphiés, exactement les mêmes spectacles, racontaient des histoires très différentes aux 2 publics. Ça, c'était le plus surprenant. Ouais. Et il y a le fait que, sur la question, enfin, ce qui manque, par exemple, au niveau des politiques européennes, parce que c'est de l'aide, ça correspondrait à une sorte d'aide immatérielle, et que l'Europe de la culture aujourd'hui se pense énormément en termes d'industrie culturelle, c'est-à-dire beaucoup sur le cinéma, beaucoup sur la télé, sur Arte, sur comment contrer Netflix par exemple. Ça, c'est une question qui agite beaucoup le domaine culturel européen en ce moment. Et il y a des choses toutes bêtes auxquelles on ne réfléchit pas, c'est de l'aide à la circulation, de l'aide à la mobilité par exemple. C'est clair que si l'accueil d'une troupe étrangère doit reposer sur les épaules d'un ou de 2 théâtres quand il y a un échange, c'est des frais qui sont absolument considérables. Alors que s'il pouvait exister, comme il y a des primes aux transporteurs à travers l'Europe, il pourrait très bien y avoir des primes à la circulation des artistes. C'est-à-dire que vous montez une production et puis vous pouvez postuler à l'aide. Nous, en France, on a l'ONDA qui aide un petit peu à la circulation des artistes français à l'étranger, qui aide aussi un petit peu, par exemple, par rapport au théâtre de texte, par exemple, au surtitrage, quand c'est des spectacles étrangers qui viennent, ou des spectacles français qui vont aller à l'étranger. Mais c'est absolument insuffisant. Et ça... Et voilà. Après, il y a la logique des festivals, qui permet quand même une relative... une circulation assez dense. Là, on vous parle depuis 20 minutes, on a l'air de se dire que tout va mal. Pas dire que tout va mal. Ça va. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'appellent et qui le font très bien. Mais il n'y a pas beaucoup d'incitation, quoi. Et ce serait bien s'il y avait un peu plus d'incitation. Mais c'est extrêmement lié à des questions politiques. C'est-à-dire que comme la politique européenne n'arrive pas... Déjà, on a du mal avec les politiques locales. Déjà, quand on est un théâtre qui veut faire, par exemple, beaucoup exclusivement du théâtre contemporain, déjà, on a de temps en temps des élus qui viennent vous dire « oui, quand même, ça serait bien de temps en temps faire des trucs qui remplissent un peu, et puis faire venir des gens. » On est déjà obligé de se battre à ce niveau-là. Et lorsque vous avez, à l'échelle du Parlement européen, vous n'avez pas de vision commune de ce que pourrait être le patrimoine culturel théâtral commun et sa circulation, et comment le favoriser. Donc on en est encore beaucoup à faire du lobbying comme on peut pour... Si on n'avait pas les moyens de faire du lobbying, ce serait bien, c'est vraiment comme on peut. Hein. Enfin, c'est vraiment difficile. Est-ce que je peux intervenir à ce niveau-là? Oui, bien sûr. Comme justement vous êtes en train de parler de lobbying, parfois le fait de passer par les théâtres amateurs,
c'est une bonne manière aussi de sensibiliser par rapport au théâtre, donc à votre niveau très professionnel. Mais si dès le jeune âge, on habitue le jeune public au théâtre et à l'état d'esprit théâtre, je pense que c'est le meilleur lobby que vous pouvez avoir. Et là, je vais peut-être poursuivre mon raisonnement. Moi, je travaille dans une université, 60 000 étudiants. Et ce que je regrette, ce que j'aimerais beaucoup plus, bon, ça existe, mais c'est largement insuffisant à mon goût, c'est d'avoir des pièces de théâtre en France qui sont jouées en allemand, ou des pièces de théâtre en Allemagne qui seraient jouées en français. C'est en même temps un bel outil d'apprentissage de la langue, et c'est un bel outil de promotion du théâtre en soi. Et sans compter les autres avantages que je vois, souvent, d'autant plus que les jeunes, à partir du moment où ils adhèrent au projet, ils sont passionnés, c'est-à-dire qu'ils sont souvent très motivés. Mais ça manque. Et des fois, il y a peut-être une réflexion qui est nécessaire, et se poser la question comment déjà peut-être favoriser dans certains milieux spécifiques le théâtre amateur, et en tout cas pour moi une première étape parfois fort utile pour après avoir beaucoup plus de monde également au niveau des théâtres à votre niveau. Il y a un problème qui existe, j'imagine que ce n'est pas qu'en France, on a parfois bien du mal à établir de la coopération interministérielle. C'est-à-dire que nous autres, qui travaillons un peu, disons, en gros dans le domaine de la culture et qui dépendons un peu du ministère de la Culture, il ne faudrait pas trop qu'on aille marcher sur les plates-bandes des collègues de l'Éducation nationale. Oui. Donc on arrive quand même de temps en temps à monter des programmes, mais je trouve ça absolument, personnellement déplorable. Et j'interviens beaucoup dans le cadre de l'Éducation nationale, je donne beaucoup d'ateliers, je donne des conférences, j'interviens à l'université je fais même de la formation pour les inspecteurs ou de la formation pour les professeurs, et je suis toujours frappé de voir que en dehors de quelques individus qui sont, on les connaît tous, c'était nos profs de théâtre qui nous ont fait aimer le théâtre et qui étaient des véritables passionnés qui soulevaient des montagnes. Je me rends compte que très souvent, dans le cadre d'une formation globale, par exemple, j'ai l'impression que j'arrive sur une autre planète. C'est-à-dire que je vais parler d'une pièce de Marius von Mayenburg, auteur allemand particulièrement connu dans son pays, qui traite de la question du radicalisme religieux, en présentant en écrivant une pièce dont le héros, l'anti-héros plutôt, est un gamin de 15 ans dans une école en Allemagne qui devient fanatique, qui devient catholique intégriste, et qui terrorise son lycée en obligeant les filles à mettre des maillots de bain décents quand ils vont à la piscine, en refusant de suivre les cours d'éducation sexuelle où on explique comment mettre des préservatifs parce qu'il fallait plutôt faire abstinence, etc. Il devient radical. Je présente cette pièce à une journée de formation de profs, et c'est très très étrange. J'ai 25% de profs qui viennent me dire après « Oh, qu'est-ce que c'est bien d'entendre parler de trucs comme ça, qu'est-ce qu'on aimerait qu'on nous incite à faire ce genre de choses ?» Et j'en ai 75% qui disent « Mais vous vous rendez pas compte, mais vous vous rendez pas compte, parler de sexualité avec les lycéens, mais j'ai le bazar dans ma classe au bout de 5 minutes. » Et là je me dis, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors quand c'est au niveau transfrontalier, pour harmoniser des programmes de ce genre-là, franchement, il y a beaucoup de travail à faire encore à ce niveau-là. Il existe, et c'est d'ailleurs, et c'est pareil, c'est toujours des initiatives d'individus qui soulèvent comme ça, qui arrivent à soulever des montagnes.
Il y a un traducteur du français, du théâtre contemporain français, qui vit en Pologne, qui s'appelle Jan Nowak. Et ce Jan Nowak est un garçon étonnant parce qu'il a réussi à monter un projet, ça va sonner agréablement à vos oreilles, qui est un projet qui s'appelle 10 x 10. Il a trouvé des mécènes, c'est pas que de l'argent public. Mais il a réussi à intéresser le réseau des instituts français à travers le monde. Et là, évidemment, pour la circulation des œuvres, il faut parler évidemment de l'action des centres culturels dans les pays. Et donc il a réussi à intéresser le réseau des instituts culturels à travers le monde de participer à un programme où, une fois par an, il invite 10 auteurs contemporains, francophones, à écrire 10 pièces de 10 minutes avec 10 personnages. Et il en fait un volume qui est ensuite distribué dans l'ensemble du réseau de l'apprentissage du français à travers l'Europe, voire à travers le monde. Et lui, il prend son bateau de pèlerin et il va à Sofia, à... français, oui. Enfin, peu importe, c'est pas à cause de la Comédie Française, mais enfin, il fait le tour. Il a trouvé des partenaires qui sont des partenaires qui travaillent également dans le réseau de l'éducation nationale dans différents pays, et c'est un programme où les profs de français langue étrangère apprennent à des adolescents entre 12 et 18 ans le français par le théâtre contemporain. Si ce type d'action existait à l'échelle, c'est pas grand-chose, ça coûte pas des fortunes. C'est un travail de fourmi. On serait déjà au niveau de la circulation des textes et surtout de la motivation pour le théâtre et pour les langues étrangères. Oui, c'est sûr qu'apprendre une langue étrangère en étudiant des pièces contemporaines, des gens de votre génération qui écrivent des histoires quand vous êtes ado, qui vous intéressent, qui vous concernent, avec un prof de français qui fait ça avec le prof de théâtre et qui vous fait jouer, c'est un rapport à l'apprentissage qui peut être très très motivant. Je voudrais donner un autre exemple pour vous faire plaisir, qui m'est venu à l'esprit. Ça concerne un centre dramatique, qui est le centre dramatique de Vire. Le centre dramatique de Vire est dirigé par 2 personnes, mais en tout cas une autrice. Dirigé. Il était dirigé. Ils ne sont plus là. Voilà, Pauline Salle. Il s'avère que ma femme qui traduit, moi je n'ai pas un rapport direct dans les textes, hein, je travaille évidemment du côté de ce qu'elle traduit de l'allemand vers le français, mais elle a traduit pas mal Pauline Salle. Nous avons, Sylvia et moi, traduit une auteure qu'on commence à jouer beaucoup, qui s'appelle Anja Hilling, et il s'avère qu'il y a à Vire une professeure d'allemand qui a décidé, en collaboration avec le centre dramatique, de faire retraduire une pièce que nous avions traduite. Donc Sylvia est allée régulièrement pendant toute une année dans le lycée de Vire pour traduire avec des jeunes la pièce de Anja Hilling. Donc ça existe, mais en effet c'est formidable évidemment. Hein. Passer 4 heures avec la traductrice, mais en ayant le texte allemand sous les yeux, en n'ayant pas trop le texte français, enfin ça, là on apprend ce que c'est que la différence. On apprend à être confronté à l'autre. Parce que c'est ça quand même tout ce qui nous passionne et qui nous guide, c'est l'envie d'être confronté à l'inconnu, hein, à l'autre en tant qu'inconnu. C'est ça qui nous plaît. Et c'est ça qui nous manque en Europe. Sinon, on ne serait pas où on en est aujourd'hui. Hein. Oui, quand là on parle du franco-allemand, c'est-à-dire qu'on parle quand même d'un domaine où il y a une tradition des échanges. Enfin, on a des centres culturels qui travaillent étroitement ensemble. Il existe même maintenant, à travers le monde, des centres culturels Goethe Institut français, dans le même bâtiment, à l'étranger, à Ramallah par exemple. Ça c'est une initiative européenne
formidable pour la circulation de la culture et des œuvres d'une façon générale. Mais il faut avoir présent à l'esprit que l'Europe, quoi qu'en disent nos chefs d'État, c'est pas que le moteur franco-allemand. C'est-à-dire, que savons-nous en France aujourd'hui de ce qui s'écrit en Lituanie? Il y a un théâtre lituanien contemporain extrêmement vivant, avec des auteurs qui écrivent, des productions. Qu'en savons-nous? Et pourquoi ne le savons-nous pas? Vous allez me dire, parce que le lituanien, il n'y a pas beaucoup de gens qui le parlent en France, et que si les Lituaniens parlent une langue étrangère, pour s'inscrire dans le réseau européen, ça va être plutôt l'anglais. Et c'est là où les choses sont compliquées. Là, je vais vraiment un peu prêcher pour ma chapelle et prêcher pour la maison Antoine Vitez. Moi, je dirige à Paris le Centre international de la traduction théâtrale, la maison Antoine Vitez, qui est, disons, une grosse association de traducteurs spécialisés dans le domaine des œuvres dramatiques, essentiellement contemporaines. Il nous arrive de temps en temps d'explorer du grand répertoire oublié ou négligé, mais enfin, la mission première, c'est quand même d'explorer le théâtre, ce qui s'écrit aujourd'hui dans le monde, dans des langues étrangères, et en particulier donc en Europe. Qui peut lire une pièce contemporaine lettonne? Quelqu'un qui a étudié le letton, qui parle le letton. L'accès à l'œuvre passe forcément par la lecture de l'original. Mais lorsque vous êtes un auteur letton, et que vous êtes une langue qui est parlée par 1 million, 1,5 million de personnes, et que vous voulez vous diffuser, que votre pièce soit diffusée à l'échelle européenne, si vous ne connaissez pas le réseau des traducteurs du letton dans les différents pays qui s'intéressent au théâtre, vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous appelez votre copain qui était bon en anglais à la fac de Riga, et puis vous lui faites traduire la pièce en anglais. Et la pièce va circuler dans une traduction informative qui va certes permettre aux gens qui reçoivent la pièce de savoir de quoi ça parle, mais qui ne vont certainement pas l'informer sur le niveau de langue, qu'est-ce qu'un auteur, sinon quelque chose quelqu'un qui travaille une langue, quelqu'un qui joue avec la langue, qui joue avec sa langue. Et d'ailleurs, nous autres traducteurs, nous aimons bien dire, nous ne traduisons pas une langue, nous traduisons ce qu'un auteur fait à sa propre langue. C'est ce qu'on appelle le style. Et c'est ce qui différencie, c'est ce qui fait qu'un auteur est reconnu comme auteur. Sinon, tout le monde peut écrire. Mais qu'est-ce qui fait une œuvre? Et la question de la traduction pose la question de l'équivalence. Traduire, c'est importer, c'est faire passer un système cohérent de signes, de signes sémantiques, de culture, d'un contexte à un autre, en essayant d'être le plus proche possible de l'original. C'est ça la traduction. Mais lorsque vous êtes sur un continent où il y a 26, 27, 28 langues différentes, et qui, uniquement pour des raisons politiques, ces langues-là n'ont pas la même force, parce que les pays n'ont pas la même puissance économique, alors que les cultures sont des cultures qui sont... C'est bien le contraste, c'est bien la contradiction qu'on a en Europe, c'est qu'on a des pays de très grande culture, et ça marche dans le monde, c'est la même chose d'ailleurs. Quand les Américains ont débarqué en Irak, ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à une culture 3 fois millénaire, avec des codes et des œuvres. Ils étaient persuadés d'arriver dans le désert avec des gens incivilisés. C'est quand même comme ça que fonctionne le monde aujourd'hui. Et en Europe, d'une certaine manière, c'est pareil. On a l'histoire de la culture roumaine, l'histoire de la culture hongroise à l'échelle européenne, c'est pas rien, mais qu'est-ce qu'on en connaît
si on n'a pas accès à la langue, si on n'a pas accès à des réseaux de traducteurs qui permettent de les diffuser à travers l'Europe. Je trouve que vous avez très bien éclairé le rôle de la langue pour le théâtre, mais qu'en est-il du rôle du territoire? Vous avez parlé d'une pièce, Jean-Claude Berruti, que vous aviez montée avec des accessoires. Zagreb, j'ai parlé de Zagreb. Ouais. Dans deux endroits complètement différents, et vous avez dit que c'est devenu une autre histoire. J'aimerais en savoir plus là-dessus. Ah oui, c'est-à-dire que c'est pas la peine que je raconte l'histoire de la pièce, mais en tout cas c'est l'histoire d'une famille, pour Gilles Granouillet, d'une famille vraiment très stéphanoise, d'une famille qui a eu une sorte de bonne vie, tout en étant une famille pauvre, et qui s'est prolétarisée avec la crise. Je fais très très court. Donc ça racontait ça au public français. Mais incarner, parce que c'est ça le plus important, incarner dans une traduction faite par un ami metteur en scène, donc il connaît très bien les deux langues, Ivica Boulian, incarné par des acteurs qui sortaient d'un moment d'une très très grande violence sociale, la guerre. Puis à Zagreb, dans la troupe où j'ai travaillé, les Croates cachaient les Serbes de la troupe. Il faut imaginer tout ça. La pièce prenait une résonance absolument différente. Et ça, c'est formidable. Et ça, c'est l'Europe. Ça, c'est vraiment l'Europe. Et je vous assure, les deux spectacles, je fais des spectacles avec un chorégraphe, c'était les deux même au millimètre. Les choses que ça racontait n'avaient rien à voir. Ça commence à faire réfléchir. Et moi, quand je pense à ça, je ne peux pas ne pas penser que nous avons tous, dans le monde du spectacle vivant, un ennemi commun. Cet ennemi commun, il s'appelle Stage Entertainment. Et il faut en parler, parce que vous ne savez pas ce que c'est, mais vous allez très vite le comprendre. Si moi je vais à Zagreb, je reprends le même spectacle, les mêmes décors, tout pareil, c'est deux spectacles différents. Quand vous allez voir Le Roi Lion à Hambourg, parce que je l'ai vu à Hambourg il n'y a pas longtemps, et que vous allez le voir à Paris, là vous êtes sûr que vous voyez le même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que notre ennemi principal, c'est celui qui fait que tout se ressemble sous le mode de l'industrie culturelle. Et là, ils sont très forts. Ils sont très puissants. Et eux, le lobbying européen, je peux vous dire qu'ils le font. Je me suis suffisamment bagarré avec eux quand je présidais le réseau de la Convention théâtrale européenne. Eux, ils veulent du fric européen. Pour répéter partout en Europe, et en Allemagne, quasiment dans chaque région, le même modèle. Et le modèle, c'est Walt Disney. Après, les spectacles sont formidables. Là, je suis beaucoup en Hambourg, je travaille beaucoup en Hambourg, donc je suis allé voir Mary Poppins. C'est absolument formidable. Mais le Mary Poppins que vous voyez à Hambourg, c'est le même que vous avez vu à Stuttgart la semaine d'avant, et que vous allez voir après, etc., etc. Donc, notre ennemi principal, et ça, il faut le dire, c'est ça. C'est le spectacle franchisé. Oui, voilà. Parce que... Enfin bon, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'autre. Là, pour le coup, on est... Et surtout, c'est des spectacles qui peuvent imposer des modèles de pensée qui sont des modèles de pensée uniques. Alors que ce qui différencie un spectacle d'un grand auteur, je veux dire, lituanien qui, par exemple, il y a 25 ans encore, n'avait pas le droit de parler sa langue, parce que le pays était sous domination russe, par exemple, et que le rapport qu'il peut y avoir entre ce que peuvent communiquer, la manière dont peuvent communiquer, par exemple, une grand-mère et sa petite-fille par rapport à une histoire, à sa propre langue différente, ça, c'est quelque chose qui fait la singularité de l'Europe. Mais c'est en même temps notre patrimoine commun. C'est-à-dire que nous, en France, on a les références pour comprendre ça. Parce que c'est notre histoire. Parce que c'est l'histoire de ce continent. Et c'est ça que la littérature, essentiellement la littérature, mais aussi le théâtre, la circulation des idées
doit préserver. C'est cette richesse-là. Et il y a des tas d'exemples qui peuvent les laisser pour compte, les laisser pour compte de la réunification dans les Länder de l'Est en Allemagne. Je sais si c'est un sujet particulièrement brûlant aujourd'hui, qui se sentent, qui attendent que l'État vienne les sauver, l'État ne vient pas les sauver et qui sont dans leur frustration. Vous traduisez une pièce qui parle de ça, vous la transposez dans le bassin, là, entre Metz et Thionville, là où la sidérurgie s'est arrêtée il y a 15 ans, 20 ans, où les gens essaient c'est pas la même histoire et c'est la même histoire. Enfin, c'est cette manière d'aborder les choses. Et parfois, quand nous, on gère la Maison Antoine Vitesse, un réseau de traducteurs de quasiment toutes les langues européennes. Donc, des gens qui sont en contact avec la littérature dramatique, je traduis essentiellement du théâtre, des différents pays, donc ils connaissent les histoires, ils connaissent les auteurs. Et parfois, ils viennent nous dire, oh là là, mais ça c'est quand même, j'ai peur que ce soit un peu trop bulgare comme histoire, parce que ça va parler de Rome avec des minorités turcophones dans un pays qui a été sous domination turque pendant très longtemps, mais enfin il y a aussi eu les soviétiques après, etc. Ça fait une sorte de... Et puis alors nous, comme on a de l'argent public, eh ben, on en profite, on n'est pas contrôlé à la rentabilité, donc il nous arrive de faire des choses comme ça, juste pour le plaisir. On dit non, traduisons la pièce. Ensuite on la fait lire, tu vas la faire lire dans les campagnes, et dire, les gens vont dire, ah mais oui, mais c'est comme chez nous, les gars qui sont arrivés, on a eu des Polonais qui sont arrivés dans les années 50, 60, mes parents m'ont raconté, etc. C'est ça qui est passionnant dans cette circulation-là. Mais il y a eu un intermédiaire essentiel dans cette histoire, c'est le traducteur. C'est le gars qui n'a pas seulement traduit les mots, mais qui a aussi traduit ce contexte culturel et qui a su le rendre. Et la circulation des œuvres, elle ne peut pas se passer d'un réseau solide de traducteurs. Or, ce réseau, il est fragile, extrêmement fragile. Il est aussi fragile au niveau de la formation. C'est pas pour rien qu'on n'arrête pas de faire des ateliers de traduction autant qu'on peut pour intéresser les gens à la traduction théâtrale. Alors heureusement, hein, il y a un formidable collège de traducteurs littéraires à Arles en France, il y a le collège de Strahlen en Allemagne, il y a très très bonnes écoles de traduction en Suisse, dans les pays... mais il n'y a pas, par exemple, d'école très... Chez les Belges, par exemple, c'est extraordinaire. Vous avez quand même un pays où on parle deux langues. Trois, si on inclut l'allemand, et où on ne comprend même pas pourquoi il n'y a pas de... J'ai fait un jour des réseaux... J'ai fait un jour un cycle de lecture d'auteurs. On avait appelé ça auteurs belges. J'ai invité des auteurs de Bruxelles, des Flamands et des Wallons. Ils habitaient à 3 rues, hein, l'un de l'autre, depuis 30 ans, ils ne s'étaient jamais vus. Et ce sont 2 auteurs célèbres dans leur communauté linguistique. Ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est une considération de la question de la langue comme une composante essentielle de la culture et de l'identité européenne. C'est-à-dire que quand vous faites une bonne traduction, vous disparaissez derrière votre traduction. Parce que souvent on va dire « Ah, on a l'impression que ça a été écrit en français. » C'est paradoxal, mais il faut avoir conscience, quand on lit, par exemple, une traduction, on va prendre un auteur classique, si on lit une traduction d'une pièce de Shakespeare par Olivier Cadiot, par exemple, il faut quand même être bien conscient que les mots qu'on lit ne sont pas les mots de Shakespeare, ce sont les mots d'Olivier Cadiot. Parce que c'est une traduction. Et que ce dont ça rend compte de ce qu'est l'esprit et de ce qu'est la teneur de Shakespeare, mais dans une tension. Et la question
du rôle du traducteur de ce point de vue-là, elle est essentielle. Et celle-ci, pour une meilleure circulation des œuvres en Europe, ça vaut aussi pour le roman, hein, et pour les idées. Et je ne vous parle même pas de la circulation, là on est en Europe, je ne parle même pas de la circulation des idées et des œuvres entre les œuvres de langue arabe vers le français. 80% de la littérature qui se traduit des langues arabes en Europe, c'est de la littérature de propagande islamiste. 80% de ce qui se traduit. Et alors après, on va te dire qu'il n'y a pas d'auteur, qu'il n'y a pas de romancier, qu'il n'y a pas de penseur, qu'il n'y a pas de sociologue dans les pays de langue arabe. C'est pour vous montrer l'importance de cette question-là. Oui, mais c'est une opération invisible. Ce n'est pas une opération prestigieuse. Ce qui compte, c'est le résultat. Quand vous faites un spectacle, quand un spectacle part en tournée, disons que la production de Zagreb, d'une pièce de Biljana Srbljanović vient en France. Si vous ne pensez pas dès le départ à la question de la qualité du surtitrage, c'est quand même le théâtre de Biljana Srbljanović, c'est un théâtre des idées, hein, donc ça parle. La production peut être très belle. Après, vous pouvez vous dire, bon, on n'a qu'à inviter de la danse, comme ça au moins ça ne parle pas, et pas besoin de s'embêter avec la compréhension. Mais si vous êtes dans un réseau de circulation des œuvres européennes à l'échelle européenne, vous êtes obligé de penser la question du surtitrage tout de suite. Et la question du surtitrage, elle est complexe, parce que et bien sûr, il faut traduire l'œuvre, mais ce qu'il faut traduire surtout, c'est le spectacle. Le mouvement du spectacle. C'est-à-dire que si vous avez un acteur qui, par exemple, a un long monologue, qui part très très vite, vous n'avez pas le temps de surtitrer tout, parce que vous ne voyez pas l'acteur en train de dire son monologue, vous êtes obligé de lire tout le temps pour comprendre ce qu'il dit. Vous êtes obligé de réfléchir à ce que vous gardez, ce que vous concentrez, ce que vous réduisez, comment vous condensez une pensée. Donc vous n'êtes plus dans un travail aussi littéraire que celui que vous faites quand vous traduisez l'œuvre sur le papier. Vous êtes dans un travail presque de régie. Oui. Et ce travail... Et quand vous topez, ce qu'on disait au début, si vous tapez trop tard... Mais entre le début du travail de... Excuse-moi, mais c'est parce que l'italien... Le début du travail de surtitrage et le topage, si vous voulez bien le faire, la traductrice ou le traducteur qui a à transformer sa propre traduction pour en faire un surtitrage doit assister aux répétitions. C'est ce que j'appelle au service du mouvement du spectacle. Parce que le plus important, c'est pas de comprendre. Le plus important, c'est que vous puissiez, en même temps que vous voyez l'action des acteurs, avoir, de temps en temps, pouvoir lever l'œil pour savoir ce qu'ils sont en train de dire. Si c'est trop long, c'est horrible, vous ne regardez plus les acteurs. Donc, ça se construit dans la répétition. Hein, c'est un travail quasiment quotidien. Il a fallu une quinzaine d'années pour faire comprendre à pas mal de théâtres, heureusement qu'il y a eu des pionniers et des gens qui étaient conscients de l'affaire, que la question du surtitre, elle se pense tout de suite, quand vous organisez la tournée. Moi, il m'est arrivé de travailler, alors, je vais les balancer parce qu'ils ne sont pas dans la salle, pour le Festival d'Avignon, sur des spectacles de... C'est que ça l'exemple qui était le plus... Sur des spectacles de... Non, je vais balancer, je vais pas balancer les gens d'Avignon, je vais balancer les gens de l'Odéon, théâtre de l'Europe. Je vais vous raconter le truc. Ça, c'est intéressant. Une pièce, c'est même super intéressant. J'ai un bon copain à Bucarest qui s'appelle Radu Afrim, qui monte 5 ou 6 productions par an à travers toute la Roumanie de textes contemporains européens. C'est sa spécialité, il ne fait que du théâtre contemporain et que des œuvres d'auteurs vivants, européens. Il les découvre comment? Il a de la chance, il est francophone. Il les découvre dans le répertoire de la Maison Antoine Vitez.
le répertoire donc, de nos traducteurs qui traduisent des œuvres européennes vers le français, avec de l'argent public, donc une politique publique de traduction. Ils découvrent ces pièces. Ils découvrent des pièces danoises, des pièces allemandes, des pièces suédoises, des pièces espagnoles, des pièces grecques, des pièces polonaises, et il les monte. Et il a découvert un jour, par la traduction française, une pièce italienne de Fausto Paravidi, qui s'appelle La maladie de la famille M. Il lit le texte, la traduction française, il trouve ça super, il commande le texte italien, il commande une traduction à une traductrice de l'italien vers le roumain, il monte son spectacle. Le théâtre de l'Odéon voit le spectacle, il dit super, c'est magnifique, on l'invite. On l'invite à l'Odéon. Il s'agissait donc de surtitrer une pièce italienne, mais dite en roumain. Donc ce qu'il fallait, c'était quelqu'un qui comprenne le roumain, et il fallait en même temps avoir le surtitre de la traduction française de la pièce, qui elle venait de l'italien. 8 jours avant la première, il n'avait toujours pas trouvé la personne qui était capable de faire ça. Et on a dit, et ils se sont évidemment tournés vers nous en disant oh, vous n'auriez pas quelqu'un qui pourrait faire le topage, un roumain? Parce qu'il faut comprendre ce que disent les acteurs, puisqu'ils parlent en roumain, pour pouvoir toper. Il ne s'agit pas que de connaître l'italien, puisque ce n'est pas de l'italien qu'il y a sur le plateau. Ils ne sont pas trouvés. Ils ont appelé une vague assistante de l'Institut roumain de Paris, qui a bricolé qui a pris la traduction française, qui a bricolé un sous-titrage. Le spectacle a été complètement ruiné. Et c'est un enjeu important. Le spectacle formidable en Roumanie et en roumain a foiré à Paris parce que personne n'était capable de comprendre ce que ça racontait. Parce que le surtitre ne fonctionnait pas. Et cette chose-là, c'est ça la difficulté de la mise en place d'un réseau de circulation des œuvres en Europe. C'est que d'avoir les bons intermédiaires au bon moment qui travaillent de façon efficace et surtout de prévoir les coûts. Parce qu'évidemment, après, c'était ah oui, mais non, mais nous, on n'a pas 2000 € pour payer quelqu'un pour faire un surtitrage. Ça coûte 2000 €. Ah ben, c'est pas prévu dans la production. Ah bon, c'est pas prévu dans la production, vous faites des tournées européennes et personne n'a prévu la question du coût de la traduction. On a pensé à faire venir le spectacle, on a pensé à comment défrayer les acteurs, comment défrayer le technicien qui va venir. On n'a pas pensé à comment payer les traductions. Ces choses-là changent extrêmement lentement, mais ce qui m'a toujours étonné, c'est que c'était extrêmement compliqué, à certains moments, extrêmement compliqué à expliquer. Nous, ça nous paraît évident, ça ne paraissait pas du tout évident, genre de théâtre. Mais non, la question de la traduction, ça se règle. Il y a un assistant, il va taper des trucs et puis il va les projeter. Voilà. Est-ce que vous me permettez que je vous fasse encore une question? Oui. Comment lutter contre la tendance qu'on entend très souvent, l'anglais suffit comme seule langue étrangère que le reste est la poubelle? Comment faire que la connaissance, qu'on retient suffisamment des gens qui savent enseigner plusieurs langues étrangères, des Français qui savent enseigner autre chose que l'anglais, qui savent enseigner l'allemand, l'espagnol, l'italien, toute autre chose que vous voulez, et dans les autres pays aussi. Qu'on n'ait pas toujours besoin de ces béquilles misérables, où aussi beaucoup de choses passent à la trappe. Oui, ça, nous on se bat tous les jours avec ça, enfin je pense dans notre pratique quotidienne, mais tant que, Bruxelles a raté ça, ils ont raté ça. Ils ont pensé économie et ils sont allés au plus pratique, on fait l'anglais. Ben ça, on ne le rattrape pas. C'est ça notre vrai drame. C'est qu'ils l'ont raté dans les années 50. Et que maintenant, tout le monde s'est habitué à cette espèce d'épouvantable anglais, qui n'est même plus de l'anglais, et que c'est rentré dans les mœurs. Et que d'ailleurs, la novlangue anglaise traduite en français, les politiques l'utilisent tous les jours, et c'est effroyable. Mais bon, on a raté. Il faut se dire que le truc historique a été raté. Et que tant que les États européens ne feront pas tout pour le rattraper, on ne pourra pas nous le rattraper. Nous, c'est des gouttes d'eau.
Il n'y a pas de volonté. Pour les avoir rencontrés à la commission, ils sont plus ou moins conscients à la culture. Ils savent qu'ils ont raté le truc historique. Mais ça les dépasse complètement. Ils n'ont pas le pouvoir de corriger ça. Ouais. Puis je crois que le problème est également qu'on ait besoin d'une langue véhiculaire entre Européens pour se comprendre. Je veux dire que si vous circulez en Grèce et que vous ne parlez pas le grec, vous avez besoin de communiquer pour acheter, faire des courses ou réserver une chambre d'hôtel. Qu'on passe par une langue véhiculaire, c'est une chose. Mais il faut connaître les limites de ça. Une langue communicationnelle n'est pas une langue dans laquelle on exprime la même chose que ce qu'on exprime dans sa langue maternelle. Il nous est arrivé de faire des débats, c'était justement avec des auteurs de l'Est à Avignon. Et les auteurs de l'Est, on les interrogeait, on avait lu leurs œuvres, on avait lu on avait fait traduire leurs textes, on avait fait des lectures publiques par des acteurs français. Il y avait des débats ensuite. Les auteurs serbes, bosniaques, roumains prenaient la parole et parlaient immédiatement en anglais. Il y avait leur traducteur à côté d'eux. Et heureusement, mais c'est un réflexe qui ne doit pas se perdre, les gens dans le public se sont levés en disant « Excusez-nous, mais on aimerait bien que vous vous exprimiez dans votre langue maternelle, qui est celle qui va vous permettre d'exprimer véritablement des choses intimes qu'on a envie d'entendre sur votre travail artistique. Profitez du fait d'avoir votre traducteur à côté de vous. » Ça commence à devenir problématique quand on mélange les deux niveaux, quoi, et qu'on se dit que l'anglais de communication suffit pour ça c'est la langue de l'industrie culturelle, l'anglais communicationnel, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens d'ailleurs disent ah oui non mais on a ça nous par rapport à nos traducteurs d'anglais quand les pièces sont montées, le metteur en scène ou les acteurs disent ah oui non mais on parle tous anglais donc on est tous capables de juger une traduction. Non, vous ne pouvez pas. Ce que vous pouvez juger, c'est le niveau communicationnel d'une langue, mais pas ce qu'un auteur fait avec une langue. Et c'est ça qui est. Parce que même sur l'anglais est beaucoup plus difficile que l'idée que nous avons tous de l'anglais en Europe. Il existe même, excusez-moi, plusieurs mots, plus de mots. Bien en sûr, anglais, c'est 2000 mots de plus. Bien sûr. Et là, c'est lorsqu'on en vient à confondre la langue de communication avec la langue d'expression que ça commence à être compliqué. Et c'est contre ça qu'il faut lutter si on veut assurer une bonne circulation des textes et des œuvres en Europe. Et à propos de la conscience que les auteurs eux-mêmes ont de ça, je voudrais donner deux exemples d'auteurs que je connais physiquement, enfin, avec qui je parle. Je pense à Liliana Zmejanovic, dont j'ai parlé. Liliana Zmejanovic, aujourd'hui, elle parle le français comme vous et moi. Mais ça ne lui viendrait pas à l'idée de traduire elle-même ses pièces en français. Ni d'écrire en français. Ni d'écrire en français. Oui, ni d'écrire, ni de traduire. L'autre exemple, il est encore plus étonnant. Je suis en train de travailler et d'aider à la traduction d'une pièce israélienne du grand écrivain israélien de théâtre vivant qui s'appelle Yoshua Sobol. Yoshua Sobol, il parle le français, il parle un meilleur français que moi. Il a fait ses études à la Sorbonne en 68. Il parle un français admirable. Mais ça ne lui vient pas à l'idée ni d'écrire en français, ni de traduire ses pièces. Il sait très bien qu'il lui faut un médium. Les gens qui le font passer. Et il sait très bien à quel point c'est difficile. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que soi-même on puisse écrire dans une autre langue. Ils n'ont pas envie d'écrire dans une autre langue. Ils ont envie de travailler leur propre langue, bien qu'ils parlent la nôtre. Oui, et puis il y a cette Pascal, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça. Pascal traduit de l'allemand. C'est lui qui fait les sorties du spectacle d'hier. On ne traduit bien que dans une langue dans laquelle on rêve et dans laquelle on commet des lapsus. On ne traduit bien que dans une langue dans laquelle on rêve, Il faut de la conscience, il faut savoir. Et dans laquelle on commet des lapsus. Vous pouvez apprendre une langue sur le bout des doigts, si ce n'est pas votre langue maternelle, si ce n'est pas une langue qui travaille à l'intérieur de vous,
Vous ne pouvez pas faire la même œuvre que dans votre langue maternelle. Parce que le truc merveilleux avec la langue maternelle, c'est que c'est une langue qui parle à l'intérieur de nous. Parce qu'elle nous vient, elle nous vient génétiquement, pour ainsi dire. Et les toutes premières années d'apprentissage, c'est ça qui détermine la chose. C'est très très rare les traducteurs qui sont parfaitement bilingues, qui peuvent parfaitement travailler dans les deux sens. Parce qu'il y a des territoires, parce qu'il faut être capable d'explorer l'inconscient de la langue. Parce que la langue fait inconsciemment. C'est ça qui fait qu'une œuvre peut... Et voilà, nous on est un peu radical à la Maison de la Vitesse sur ces questions-là. Sur la question de la traduire dans sa langue maternelle. Difficile de traduire dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Mais il faut dire aussi qu'il n'est pas toujours facile de défendre ce que nous défendons. L'exemple le plus simple, il est récent, c'est que par exemple, la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon a été pendant un moment dirigée par une équipe qui pensait qu'on pouvait faire de la traduction électronique. Je ne raconte pas de Boba, hein. On les a eus quand même. Hein. Il y a un endroit dédié à l'écriture théâtrale. C'est un peu compliqué quand même. Nous, on arrive avec des histoires d'inconscient. Ah oui, mais on peut faire beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Ah. Il y a, vous connaissez ça, c'est Le Vent Paraclet de Michel Tournier, qui est une sorte d'autobiographie littéraire. Et Tournier, vous allez voir avec l'Allemagne, il a fait partie de la vingtaine d'étudiants français, les premiers étudiants français à venir étudier en Allemagne après la guerre, après 1945, à l'université de Tübingen. Et dans ce livre, il raconte sa rencontre avec Remarque, l'écrivain allemand, auteur de L'Ouest, rien de nouveau. Et il raconte comment il fait le fanfaron auprès de Remarque sur sa maîtrise de l'allemand. Et Remarque l'écoute en souriant, clairement, il dit, mais vous savez, le meilleur traducteur, c'est avant tout celui qui maîtrise bien sa langue maternelle. Et Tournier de commenter que s'il s'est piqué un phare, parce qu'il a été effectivement pris à son piège, c'est-à-dire qu'il y a la connaissance profonde de la langue qu'on va traduire, qui est une chose, et quelquefois profonde, ça veut dire des formes régionales, des formes dialectales, des formes qui relèvent de sociolectes, etc. Mais c'est également la capacité d'accueillir ça dans une langue maternelle que l'on maîtrise. Il faut ça sur le point de vue sémantique, la maîtrise des niveaux de langue, la sûreté grammaticale, etc. Et c'est souvent ce qu'on constate dans la médiocrité de certaines traductions. Il pouvait y avoir d'un côté une maladresse dans l'interprétation de la langue à traduire, mais c'est quelquefois une grande pauvreté dans la langue maternelle du traducteur, ou une sorte d'imprécision. Et souvent ce qui nous touche, les auteurs de notre langue maternelle, c'est précisément que dans un style très littéraire, tout à coup, il va y avoir un gauchissement un peu vulgaire, par exemple. Et savoir rendre ça, quand on traduit ça dans sa langue maternelle, donc la situation où ce que je viens de vous décrire, ce serait dans une langue étrangère, et on l'a fait venir dans sa langue maternelle, cette chose-là. Alors, on a des découvertes. Un exemple patent, c'était Markovitch, quand il a fait faire découvrir Dostoïevski. Parce qu'on comprend, Dostoïevski, on aurait dit du Flaubert, ou du Maupassant. Et sous la plume du traducteur André Markovitch, on découvrait un auteur, justement, qui brassait une langue exaltée, vulgaire, rapide, coruscante. Enfin, il y a plein de qualités qui étaient toujours passées à la trappe. Oui. À propos de traduction théâtrale, j'ai envie de rebondir sur la question de la circulation. Parce qu'on oublie quand même que celui qui donne le résultat de la circulation, c'est le comédien. Et que c'est traduit, évidemment, pour être
dit par les acteurs, ce qui complique évidemment encore plus la question sur ces questions de gauchissement. Nous sommes tous extrêmement vigilants au rythme de l'original, parce qu'on sait très bien que entre les mots et entre les rythmes, il y a souvent des choses qu'on peut laisser tomber, qu'on a envie de normaliser. Et évidemment, la traduction théâtrale n'est surtout pas une traduction qui doit normaliser. Elle doit essayer d'être au plus près de cette espèce de mouvement intérieur qui s'appelle la langue, la pensée, enfin voilà. Antoine Vitesse, il appelait ça la pneumatique. Non, c'est joli. La pneumatique. La pneumatique des langues. Et, pour donner un exemple concret, la traduction théâtrale, elle a un souci particulier, c'est une traduction qui est pour le performatif, c'est-à-dire que ça va être dit, et ça va être dit sans qu'on ait de support optique, sans qu'on y ait de notes de bas de page qui vont nous indiquer des précisions philologiques, etc. Il se trouve qu'en français, on a plein d'homophonies. Par exemple, dans les verbes du premier groupe, le verbe chanter à l'infinitif, ça sonne comme chanter participe passé. Or, il y a des traductions, on a tous lu comme ça, on se dit, mais c'est beau à lire, mais c'est pas si c'est un roman, peut-être. Mais si on le lit sur scène, il y a ce qu'on appelle des amphibologies, c'est-à-dire des méprises qui sont dues au fait qu'on ne sait pas si il y a une imprécision grammaticale, ou alors des pronoms possessifs qui en français ne sont pas sexués comme en allemand ou en anglais. Donc il y a faut être très averti de cet aspect concret de la traduction théâtrale. Parce que le comédien, il va devoir rendre faire quelque chose avec ça. Oui, et c'est qu'une fois. C'est pas comme dans un roman, vous pouvez relire la phrase pour la comprendre. Vous l'entendez. Si vous l'avez chopé, si vous n'avez pas compris ce que le comédien l'a dit. Mesguich, il appelle ça le plus que présent. Le plus que présent. Le spectacle continue. Donc. Et alors là, on est très souvent confronté, quand on est metteur en scène, à une difficulté, c'est qu'il faut faire comprendre aux comédiens que derrière la traduction, il y a une dame ou un monsieur qui s'est arraché les yeux, qui n'en a pas dormi pendant des nuits parce qu'il a accès au texte original, alors que l'acteur, il a envie de simplifier. Systématiquement, il a envie de simplifier. Ça, c'est sa base. Il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il adapte le truc à lui. Il faut passer son temps à dire, oui, tu sais, il faut peut-être aussi réfléchir. Pourquoi là, il y a un mot, par exemple, notre amie Ginette Herry qui traduit Goldoni, il faut qu'elle mette des machins vosgiens. Parce qu'elle est comme ça. Elle est vosgienne. Mais on la connaît. C'est une grande savante. Si elle met un machin vosgien, c'est parce qu'elle sait très bien que pour essayer de trouver l'équivalent du XVIIIe siècle vénitien, c'est pas dans le XVIIIe siècle français qu'elle va le trouver. Donc elle bidouille des trucs, elle invente des machins. Et puis l'acteur, ça, il ne supporte pas, hein, en général. Donc il faut aussi faire... Il y a tout un travail c'est de la diplomatie. C'est arriver à faire comprendre que si cette phrase elle a un rythme bancal, c'est peut-être que dans l'original, elle a un rythme bancal, et qu'il ne faut peut-être pas chercher à la mettre en bon français. Hein. Oui. Et que les cultures, pour parler pas simplement de littérature d'aujourd'hui, et que la structure d'une pièce de Goldoni n'a rien à voir avec la structure d'une pièce de Molière, et que si on la lit en se disant qu'il faudrait peut-être lui donner une meilleure structure, on se plante absolument. Oui. Le système des 3 actes, il ne sait pas ce que c'est, Goldoni. Il travaille sur les accidents, ça n'a rien à voir. Mais pour ça, il faut sinon avoir accès à la langue, sinon avoir accès à la personne qui peut vous donner les clés pour sentir ça. C'est même pas comprendre, c'est le sentir. Là, on peut juste évoquer encore, peut-être on va devoir terminer à un moment donné, mais peut-être on peut terminer un peu sur ça. La question de la circulation des œuvres, elle a très longtemps été perturbée en Europe par la question, qui est éminemment aussi une question politique, qui est la question de l'ethnocentrisme. C'est-à-dire qu'on essaye, on a toujours, pendant très longtemps, essayé de traduire les œuvres en les adaptant à sa culture et à son style. Et c'est pas parce qu'ils vont sortir de l'Europe bientôt que je vais casser du sucre sur le dos, mais les Anglais sont spécialistes de ça. Les Anglais anglicisent tout. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rouleau compresseur. Les traducteurs qui en Angleterre, ou les hommes de théâtre qui en Angleterre se battent contre cette espèce de correspondance systématique des œuvres étrangères au mode de pensée anglais, sont des héros qu'il faut construire des monuments. Mais ça a été très longtemps le cas
plus l'Europe était divisée, et plus on traduisait les premières traductions de Shakespeare en français, qui ont été faites au XVIIe siècle déjà, et ensuite beaucoup au XVIIIe. On traduisait Shakespeare comme en alexandrin. On changeait les fins, parce qu'on trouvait ça trop barbare. On unifiait le temps, le machin. Ça a des conséquences sur la langue. Et il y a eu toute une série de théoriciens de la traduction qui, au fur et à mesure que l'Europe cessait d'être antagoniste à l'intérieur d'elle-même, ont privilégié l'accueil de l'étranger. C'est-à-dire, traduisez, mais vous devez traduire une façon de penser. Vous devez faire sentir dans votre langue la manière dont on sent dans une autre langue. Vous ne devez pas adapter un style, vous ne devez pas privilégier la belle langue si la langue d'origine n'est pas une belle langue. Et ça, la question de l'ethnocentrisme, c'est très on en est important. heureusement, on en est largement sorti. Mais il y a encore, aujourd'hui, je connais encore des traducteurs, quand ils traduisent Tennessee Williams. Quand vous avez Tennessee Williams, quand vous avez Un tramway nommé Désir, vous avez de l'anglais parlé par un immigré polonais. Vous avez de l'anglais parlé par une noire de la Nouvelle-Orléans. Vous avez de l'anglais traduit par Blanche Dubois qui veut absolument avoir un anglais d'Oxford. Vous avez, etc. Si on ne ressent pas ça dans la traduction française, si on lisse pour faire une belle langue chez tout le monde, on perd le sens profond de ce qu'est cette œuvre, de ce qu'a raconte cette œuvre, des chocs de culture. Pour aller dans ton sens, sur la question des œuvres connues, par exemple, on va rester avec Goldoni, on va finir avec une pièce qui se joue en ce moment à la Comédie Française, qui est La Locandira. Pourquoi est-ce qu'en français, en France, on aime tellement La Locandira? C'est très simple, c'est que c'est une pièce dans laquelle il y a un personnage très ambigu qui s'appelle, j'ai plus son prénom, toi tu dois le savoir. La Locandière, oui, qui s'appelle Mirandolina. Qui s'appelle Mirandolina, qui est une femme de vertu un peu curieuse, qui essaie d'être indépendante, enfin elle a une vie un peu étrange, et il y a des actrices qui dans les années 40-50 se sont emparées, parce qu'elles savaient que ça avait été un des grands succès de la Eleonora XII, qui se sont emparées du rôle et qui en ont fait en France une coquette. La coquette qu'on pouvait encore voir peut-être dans les années 50-60 à la Comédie Française. Qui séduit les hommes. La coquette piquante. C'est pas du tout ça la pièce. Hein. On en a fait une coquette piquante. Et donc les traducteurs, Michel Arnaud en particulier, coquette piquante. Alors, maintenant c'est un peu fini. Quand Luchino Visconti est venu, je crois c'est en 61, avec une Locandira jouée par une extraordinaire comédienne qui s'appelle Rina Morelli, et que les Parisiens ont compris ce que c'était, et ça a été une révolution, parce qu'ils n'imaginaient pas du tout que c'était ça, ce personnage-là. Un personnage qui est dans la survie, et qui ne doit pas du tout se laisser aller à la sentimentalité, ni au sentiment. Elle n'y a pas droit. C'est pour vous dire que les Français ont aussi adapté pour leurs actrices. Et que donc ça reste. C'est dans les traductions. C'est dans le corps des acteurs, il y a des témoignages de la télé, il y a des photographies, et ça reste. Et sur un répertoire comme celui-là, mais on pourrait donner des exemples avec Goethe de la même manière, il faut se bagarrer contre ça. Et donc, pour se bagarrer contre ça, il y a des gens qui savent. Et les gens qui savent, c'est ceux d'abord qui ont accès au texte original.